Salut tout le monde, et bienvenue de nouveau sur notre chaîne. L'histoire commence par la haine. Une haine si pure, si concentrée, qu'elle peut se forger dans le cœur d'un enfant de 9 ans. Le père est Hamilcar Barca, un génie militaire carthaginois, écrasé par Rome lors de la première guerre punique. Humilié non par la bataille, mais par les politiciens de sa propre ville. Il voit son empire Carthage s'agenouiller, payant des tributs humiliants à la République qu'il méprise. Et dans cette humiliation, il conçoit un plan. Il emmène son fils Hannibal à un temple obscur, le place devant le feu de l'autel, et lui fait prêter un serment de sang, que tant qu'il vivra jamais, il ne sera l'ami de Rome. Cet enfant ne jure pas fidélité à un dieu. Il scelle un pacte avec le destin. Un destin qui coûtera des centaines de milliers de vies. Hamilcar sait que Carthage est faible. Le Sénat carthaginois est un nid de marchands craintifs. Alors il prend son armée, ses loyaux, et s'en va. Il part pour Libéria, la terre qui un jour s'appellera l'Espagne. Sa mission, construire un nouvel empire, un empire privé, une base de pouvoir personnel, loin des politiciens lâches de Carthage. Un lieu pour entraîner ses fils, un lieu pour extraire l'argent, recruter des mercenaires, et forger l'arme qui un jour pointerait vers le cœur de Rome. Les années passent, l'empire ibérique des Barca grandit en puissance. Hamilcar tombe au combat, son gendre, Hasdrubal le Beau, le remplace. Lui aussi tombe assassiné. Et puis en 221, avant Jésus-Christ, l'armée acclame le seul homme capable de les diriger. L'enfant du serment n'est plus un enfant. Hannibal Barca a 26 ans. Il a passé presque toute sa vie en campagne militaire. Il ne connaît pas le luxe, il connaît la tente de campagne, il ne connaît pas la politique, il connaît la loyauté de ses hommes, il ne connaît pas la peur, il connaît la stratégie, et surtout chaque matin, il se rappelle le serment. Rome et Carthage ont un traité et un papier qui divisent le monde. Le fleuve Hébro en Ibéria est la ligne. Hannibal ne doit pas le traverser, mais Rome, dans son arrogance, fait une alliance avec une ville très au sud du fleuve, une ville nommée Sagonte. Sagonte est dans la sphère d'Hannibal, mais Rome la nomme alliée. C'est une provocation, c'est un mouvement de pouvoir. Hannibal voit le piège et décide de l'activer. Il ne veut pas se défendre, il veut attaquer. Il a attendu toute sa vie ce moment. Il a besoin d'une excuse, et si Rome ne la lui donne pas, il la créera. En 219, avant Jésus-Christ, Hannibal met le siège devant Sagonte. Il le fait exprès. Il sait exactement ce qu'il est en train de déclencher. Pendant 8 mois, la ville se bat, et pendant 8 mois, Rome ne fait rien d'autre qu'envoyer des protestations diplomatiques. Lorsque Sagonte tombe, Rome se réveille. Ils envoient des ambassadeurs à Carthage. Leur demande est simple. Livrez Hannibal Barca maintenant, ou ce sera la guerre. Le Sénat carthaginois hésite. Ils sont terrifiés. Livrer leur général le plus brillant et leur empire en Ibéria, ou faire face à une guerre totale contre le monstre romain. Mais Hannibal a déjà gagné. Il a acculé les politiciens. Déclarer la guerre sauve l'honneur de Carthage. Le livrer, c'est admettre qu'ils sont esclaves de Rome. Ils n'ont pas le choix. La guerre est déclarée. Les consuls romains préparent leur légion. Leur plan est simple, logique romain. Un consul, Publius Cornelius Scipio, naviguera vers Libéria pour chasser Hannibal. L'autre, Tiberius Sempronius Longus, naviguera vers l'Afrique pour menacer Carthage elle-même. C'est un plan sensé. C'est un plan qui suppose que leur ennemi est un homme normal. Mais Hannibal n'est pas normal. Il ne pense pas à défendre Libéria. Il ne pense pas à défendre Carthage. Il pense au serment. Pendant que Rome mobilise ses flottes, Hannibal rassemble son armée. 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 37 éléphants de guerre. Et au printemps 218 avant Jésus-Christ, il commence à marcher. Mais il ne marche pas vers le sud, vers la mer. Il marche vers l'est, vers les montagnes. Les Romains l'attendent à la mer. Ils croient que la guerre se déroulera à la périphérie en Espagne, en Afrique. Hannibal va amener la guerre chez eux. Il va faire l'impensable. Il va traverser les Pyrénées, combattant les tribus locales. Il va traverser le fleuve Rhône, déjouant une armée romaine envoyée pour l'arrêter. Et puis, il va faire ce que l'histoire considère impossible. Il va faire marcher son armée dans les Alpes en hiver avec des éléphants. C'est un plan suicidaire, un plan de fou, ou le plan d'un génie absolu. Le Sénat romain rit lorsque les premiers rapports arrivent. C'est impossible.
Aucune armée n'a traversé les Alpes en hiver. Il se trompait, et cette erreur de calcul coûterait à la République romaine plus de sang qu'il n'aurait jamais imaginé. La Seconde Guerre punique n'avait pas commencé, elle avait explosé. Les Alpes ne sont pas des montagnes, ce sont un mur. Un mur de granit et de glace, conçu par les dieux pour maintenir les mortels à leur place. Et Hannibal pense le traverser. En novembre, ses commandants, ses vétérans, croient qu'il a perdu la raison. Les guides gaulois qu'il a engagés le regardent avec un mélange d'émerveillement et de pitié. 90 000 hommes sont partis d'Ibéria après avoir traversé les Pyrénées et le Rhône. Combattant à chaque kilomètre, ils sont déjà beaucoup moins nombreux. Maintenant, au pied des Alpes, il regarde sa force. 50 000 fantassins, 9 000 cavaliers. Des hommes endurcis, oui, mais ce sont des hommes du soleil brûlant d'Afrique et d'Espagne. Ils ne sont pas préparés à cela. Et les éléphants, les 37 éléphants des bêtes de guerre qui tremblent, non de fureur mais d'un froid qu'ils ne comprennent pas. L'ascension commence. 15 jours. 15 jours qui se transforment en une éternité en enfer. Ce n'est pas une marche, c'est une escalade cauchemardesque. Les chemins sont étroits, parfois d'un seul mètre de large, avec un abîme de 1000 mètres d'un côté. Le froid est un assassin silencieux. Il brûle la peau, gèle les poumons. Les hommes s'assoient pour se reposer et ne se relèvent jamais. Leurs cadavres deviennent des balises de route. Les chevaux glissent. Leurs cris résonnent dans les vallées, tandis qu'ils tombent, entraînant avec eux des provisions et des hommes. Mais le froid n'est pas le seul ennemi. Les tribus des montagnes, les Celtes, les Allobroges, voient cette colonne d'envahisseurs non pas comme une armée, mais comme une caravane de butin. Ils lancent des embuscades, depuis les hauteurs font rouler des rochers gigantesques qui écrasent des douzaines d'hommes et de bêtes à la fois. Hannibal est obligé de se battre sur deux fronts, contre la nature et contre les hommes. C'est une guerre au sommet du monde. À un moment, le chemin disparaît. Un glissement de terrain a effacé la route. La panique se répand. Ils sont piégés. L'armée s'arrête. Mourir gelé ou mourir par derrière. Que fait Hannibal? Il montre le genre de leadership qui définit la légende. Il leur parle non comme un général, mais comme un compagnon de souffrance. Il se tient sur un promontoire, leur montre l'horizon vers l'est. Là, crie-t-il, là est l'Italie, là sont les plaines du Pô, et au-delà les murs de Rome. Nous escaladons les murs de Rome. Quelques jours de plus d'efforts, et le monde sera à nous. Pendant 4 jours, ces ingénieurs travaillent sans relâche dans la glace, sous le feu ennemi, pour tailler un nouveau chemin dans la roche. 4 jours d'enfer. Et puis la descente. Pire que la montée, la glace est plus traîtresse. Les éléphants affolés par la panique glissent et tombent comme des montagnes de chair, créant des barrages horribles. Les hommes s'attachent les uns aux autres, juste pour qu'un seul qui tombe en entraîne 20 autres dans le vide. 15 jours. Quand Hannibal foule finalement la plaine du fleuve Pô, dans le nord de l'Italie, il se retourne pour regarder son armée. C'est une armée fantôme. Des 50 000 fantassins qui ont commencé l'ascension, il en reste à peine 20 000. Des 9 000 cavaliers seulement. 6 000. Il a perdu plus de la moitié de son armée, sans livrer une seule bataille contre un légionnaire romain. Les éléphants seuls, quelques-uns survivent, des squelettes ambulants. L'armée est brisée, affamée, gelée avec des vêtements en lambeaux. Ils regardent leur chef avec des yeux vides. Ils ont fait l'impossible. Pourquoi faire? Pour mourir dans un pays étranger. Pendant ce temps, Rome a réagi. Publius Cornelius Scipio, le consul qui devait chasser Hannibal en Ibéria, a fait l'impensable. Il a laissé son armée principale en Espagne sous le commandement de son frère et a pris un bateau pour rentrer en Italie. Il a couru vers le nord, assumant le commandement des légions locales. Scipio est un Romain pure souche, arrogant, confiant, courageux. Il sait que le Carthaginois a traversé les Alpes, mais les histoires qu'il entend lui semblent relever du désespoir. Une armée décimée, il ne peut pas croire que cette menace soit réelle. Il pense qu'il écrasera cette bande de survivants avant qu'ils ne reprennent leur souffle. Les éclaireurs des deux camps s'affrontent. Le moment est venu. Près du fleuve Ticino. Ce n'est pas une bataille rangée, c'est une escarmouche, mais c'est la première fois. La première fois que la cavalerie numide d'Hannibal rapide, comme le vent, se heurte à la cavalerie lourde romaine et à ses alliés gaulois. Le choc est brutal.
Scipio est en première ligne se battant comme un simple soldat. C'est la tradition romaine, mais Hannibal ne se bat pas. Il dirige. Sa cavalerie menée par Maharbal fait quelque chose que les Romains ne comprennent pas. Ils ne chargent pas de front, ils tournent, lancent des javelots, se retirent, font semblant de fuir, puis chargent à nouveau par les flancs. Les Romains rigides et disciplinés ne savent pas comment réagir. C'est comme se battre contre le vent. Au milieu du chaos, un groupe de Numides encercle le consul. Un javelot le transperce. Scipio tombe de son cheval gravement blessé. La panique s'empare des Romains. Ils voient leur chef tomber. Leur ligne se brise. C'est là que la légende rencontre l'histoire. On raconte qu'un jeune homme de 17 ans, le fils du consul, également nommé Publius Cornelius Scipio, voit son père tomber rompre les rangs, charge seul contre l'ennemi, et traîne son père mourant en sécurité jusqu'au campement. Ce garçon se souviendra de ce jour, il se souviendra du visage des Numides. La bataille du Tessin est une défaite romaine petite, mais dévastatrice pour le moral. Hannibal vient d'annoncer son arrivée, il a traversé les Alpes, il a vaincu un consul romain sur le sol italien, dès le premier jour, et le consul blessé Publius Scipio se retire humilié, réalisant qu'il n'affronte pas un barbare, il affronte quelque chose de bien pire. Pendant ce temps, l'autre consul, Tiberius Sempronius Longus, a été rappelé de Sicile. Il est furieux. On lui a volé son occasion d'envahir l'Afrique. Maintenant, il marche vers le nord, avec ses légions fraîches. Désireux de gloire, il méprise la prudence de Scipio. Sempronius est impulsif, il est orgueilleux, et il voit un Hannibal qui, selon lui, est piégé. Piégé entre deux armées consulaires romaines. L'hiver approche. Les Gaulois locaux qui avaient dû promis de rejoindre Hannibal hésitent. Ils ont besoin de voir une vraie victoire. Hannibal sait qu'il doit se battre, il sait qu'il doit gagner, et il sait exactement quel genre d'homme est Sempronius. Il va utiliser l'arrogance romaine, la même arrogance qui a ri de sa marche à travers les Alpes comme une arme contre eux. Le décor est planté sur les rives glacées du fleuve Trébia. L'aube de 218 avant Jésus-Christ, au bord de la Trébia, est glaciale. C'est le plein mois de décembre. Le consul blessé Scipio prêche la prudence. Il a senti la piqûre du Carthaginois. Il sait que ce n'est pas un barbare, c'est un esprit supérieur. Mais l'autre consul, Tiberius Sempronius Longus, ne sent que la gloire. Son armée est fraîche. Le temps de son consulat s'épuise. Il a besoin d'une victoire, et il en a besoin maintenant. Hannibal comprend cet homme. L'arrogance romaine est aussi prévisible que l'aube, et il l'utilisera comme un scalpel. Le plan d'Hannibal est une pièce de théâtre cruelle. Premièrement, la provocation. Avant l'aube, il envoie sa cavalerie numide légère et rapide attaquer le camp romain. Il lance des javelots sur les tentes. Il crie des insultes. Ils sont un essaim de moustiques bruyants et mortels conçus pour faire enrager un taureau. Sempronius mord à l'hameçon. Il ne consulte pas Scipio, il n'attend pas. Il donne l'ordre. Formez les rangs. Il réveille ses 40 000 hommes dans l'obscurité glaciale. Ils sont somnolents, confus. Et le pire de tout, ils n'ont pas mangé. Il les force à former et à marcher directement vers la rivière. La Trébia. L'eau est si froide qu'elle brûle. Les légionnaires s'enfoncent jusqu'à la poitrine. Leurs tuniques de laine se gorgent d'eau glacée. Leurs boucliers se remplissent d'eau. Quand ils émergent, ils peuvent à peine tenir leurs armes. Leurs mains sont violettes. Leurs dents claquent de si fort qu'elles étouffent les ordres. Et l'armée d'Hannibal, eux, sont éveillés depuis des heures. Ils ont mangé un repas chaud. Ils se sont frottés le corps avec de l'huile d'olive pour repousser l'eau et conserver la chaleur. Ils sont secs nourris et attendent. La ligne romaine gelée mais disciplinée avance. Ils se heurtent à l'infanterie carthaginoise, et malgré le froid, malgré la faim, les Romains sont romains. Ils commencent à pousser. La pure force de la Légion est imparable. Sempronius sourit. Il croit qu'il est en train de gagner, mais Hannibal ne livre pas de bataille juste. Il a joué un autre jeu. Pendant que la bataille fait rage au centre, les flancs romains engourdis sont frappés par la cavalerie carthaginoise et les éléphants survivants. La cavalerie romaine en infériorité numérique se brise et s'enfuit. Et c'est alors que cela se produit. Hannibal avait choisi le terrain la nuit précédente. Il avait trouvé un ravin, un ruisseau asséché couvert de broussailles. Parfait pour cacher des hommes. Et la nuit d'avant, il avait envoyé son jeune frère Magon Barca avec ses meilleurs soldats, 1000 fantassins et 1000 cavaliers.
Ils étaient là allongés dans la boue glacée, pendant des heures attendant un signal. Maintenant, avec l'armée romaine totalement engagée, les trompettes sonnent. Magon et ses 2000 hommes surgissent du sol, chargeant directement sur le dos des légions. La panique est instantanée, elle est absolue. Pour le légionnaire romain, c'est la fin du monde. Il a un ennemi devant, qu'il ne peut pas briser. Il a des éléphants qui écrasent son flanc, et maintenant une nouvelle armée les poignarde par derrière. Ce n'est pas une bataille, c'est un piège mortel. L'organisation romaine se dissout en terreur pure. C'est un massacre. 30 000 Romains meurent ce jour-là noyés dans la rivière, en fuyant piétinés par leurs propres camarades ou poignardés par les hommes de Magon. Sur une armée consulaire de 40 000 hommes, seulement 10 000 y compris. Sempronius parviennent à percer le centre et à s'échapper. Hannibal a anéanti 2 armées romaines en moins d'1 mois. Il a perdu des hommes à cause du froid, mais son armée est maintenant endurcie. Et le plus important, les Gaulois du nord de l'Italie, qui observaient le voient maintenant. Ils le voient comme un vainqueur. Des milliers d'entre eux se rallient à sa cause. À Rome, la panique se mêle au déni. Lorsque Sempronius envoie un message, il ment. Il dit que la bataille a été interrompue par une tempête, mais les rumeurs ne peuvent pas être arrêtées. Les réfugiés ne peuvent pas être cachés. La République est en crise. L'hiver passe dans un silence tendu. Le printemps 217 avant Jésus-Christ arrive. Rome choisit de nouveaux consuls. L'un d'eux est Caius Flaminius. Un autre homme fier, un autre homme qui croit pouvoir vaincre Hannibal. Flaminius emmène une armée et bloque la route principale vers le sud, mais Hannibal ne prend pas la route principale, il ne le fait jamais. Pour atteindre le cœur de l'Italie, Hannibal doit traverser les Apennins, mais au lieu de prendre un col de montagne surveillé, il choisit une route que tout le monde considère comme impraticable, les marais de l'Arno. Un vaste marécage de boue et d'eau stagnante. Pendant 4 jours et 3 nuits, son armée marche à travers un enfer aquatique. Il n'y a pas de terre ferme pour dormir. Les hommes s'effondrent et se noient dans la boue. Les chevaux meurent à sous eux. La maladie se propage. Une infection oculaire attaque Hannibal lui-même. L'infection est si grave qu'il perd son œil droit. Il sort des marais borgnes fiévreux, mais vivant. Et le plus important, il est apparu là où personne ne l'attendait. Il est derrière l'armée de Flaminius. Hannibal est maintenant entre le consul romain et la ville de Rome elle-même. Flaminius est furieux, il a été dupé, il lève le camp et ordonne une poursuite immédiate. Il est si aveuglé par la rage, si désireux de venger l'humiliation, qu'il n'en voit pas d'éclaireur. Hannibal le guide l'attire vers un endroit parfait, un lac appelé Trasimène. D'un côté, l'eau, de l'autre, des collines boisées qui s'élèvent abruptement. Un chemin étroit court entre les deux. La nuit précédant la bataille, Hannibal cache toute son armée. 40 000 hommes dans les bois des collines au-dessus du chemin. Le matin suivant, un épais brouillard s'élève du lac, couvrant le chemin comme un linceul. Flaminius, aveuglé par la rage, marche avec ses 25 000 hommes directement dedans. Toute sa colonne entre dans l'étroit chemin, enveloppée dans le brouillard, ignorant que la mort les observe d'en haut. La colonne romaine s'étire sur 6 kilomètres. 25 000 hommes aveugles. Le brouillard du lac Trasimène est si épais qu'un légionnaire ne peut pas voir l'homme qui marche devant lui. Ils sont piégés dans un suaire gris, avec une paroi rocheuse d'un côté et l'eau immobile de l'autre. Le consul Caius Flaminius est en tête, furieux, pressant ses hommes de marcher plus vite. Il est certain qu'Hannibal s'enfuit. Il est sur le point de l'attraper. Il n'y a pas de fuite, il y a une attente dans les bois. Juste au-dessus d'eux, 40 000 hommes retiennent leur souffle. Infanterie ibérique, cavalerie numide, guerriers gaulois. Tous regardent un seul homme. Hannibal attend. Il attend que le dernier légionnaire soit entré dans le défilé. Alors il donne le signal, la trompette sonne. Ce n'est pas un son, c'est une condamnation à mort. Le son ne vient pas de l'avant, il vient de partout, des collines des flancs, et maintenant de l'arrière, où la cavalerie d'Hannibal ferme la seule issue. L'horreur est absolue. Les Romains ne sont pas en formation de combat, ils sont en colonne de marche. Avant qu'ils ne puissent se retourner, avant qu'ils ne puissent lever leurs boucliers, l'ennemi est sur eux. C'est une avalanche d'hommes et d'acier qui dégringole des pentes. Les Gaulois hurlants se jettent sur les légionnaires, qui sont encore confus par le brouillard. Ils ne savent pas qui attaquer. Ils ne voient de l'ennemi que lorsque le couteau est à leur gorge.
Il n'y a pas de ligne, pas de tactique. C'est l'anéantissement d'un abattoir. L'armée romaine se brise en 3 morceaux. Le groupe de tête avec Flaminius est encerclé et massacré. Le consul reconnu par un Gaulois géant est découpé en morceaux. Le centre de l'armée en panique est poussé inexorablement vers le lac. C'est là que se produit la véritable horreur. Les légionnaires chargés de 30 kilos d'armure reculent, sont poussés par leurs propres camarades, trébuchent, tombent dans l'eau froide et coulent. Des milliers d'hommes se noient à quelques mètres du rivage, leurs mains s'accrochant à la boue, tandis que le poids de Rome les entraîne au fond. D'autres, dans une panique aveugle, essaient de nager avec leurs armures. La bataille du Trasimène dure 3 heures. Lorsque le brouillard se lève finalement, il révèle une scène d'apocalypse. Le lac est teinté de rouge. 15 000 Romains gisent morts sur le chemin ou dans les eaux peu profondes. 10 000 autres sont faits prisonniers, humiliés et désarmés. Une armée consulaire romaine complète a été effacée de la surface de la terre. Quelques jours plus tard, Hannibal apprend qu'une force de cavalerie de 4 000 hommes envoyés en renfort pour Flaminius est en route. Il les intercepte anéantissant chacun d'eux. En une semaine, Hannibal a détruit près de 40 000 soldats romains. Il a perdu moins de 2 000 hommes. La nouvelle arrive à Rome, la ville qui n'avait jamais vraiment cru au danger s'effondre. Le forum se remplit d'une foule terrorisée. Les femmes dont les maris et les fils étaient dans cette armée courent vers les portes de la ville, interrogeant chaque réfugié ensanglanté qui parvient à arriver. Le Sénat se réunit en session d'urgence, mais la panique est si grande qu'ils ne peuvent même pas parler. Finalement, le préteur monte sur la plateforme des orateurs. Il n'y a pas de discours, pas de justification, juste un aveu brutal. Il regarde la foule et dit « Nous avons été vaincus dans une grande bataille ». Le son qui suit est celui du deuil collectif, le cri d'une ville qui réalise que l'anéantissement est à ses portes. Hannibal est maintenant le maître de l'Italie. Il n'y a pas une seule armée romaine entre lui et les murs de la ville, mais Hannibal ne marche pas sur Rome. Pas encore. Il sait que les murs de la ville sont trop solides. Son plan n'est pas de conquérir Rome, c'est de la démanteler. Il se dirige vers le sud, vers le cœur agricole de l'Italie, brûlant tout sur son passage. Son message aux alliés de Rome est simple. Je ne suis pas venu pour vous combattre. Je suis venu pour vous libérer de Rome. Rejoignez-moi. Dans son heure la plus sombre, Rome recourt à une ancienne loi d'urgence. Ils suspendent la République, suspendent les consuls et nomment un seul homme avec un pouvoir absolu, un dictateur. L'homme qu'ils choisissent n'est pas un guerrier, c'est un vieil homme. Quintus Fabius Maximus. Fabius est l'opposé de Flaminius. Il est lent, il est méthodique, il est patient, et surtout, il n'est pas arrogant. Fabius analyse la situation. Hannibal a détruit 3 armées romaines. C'est un génie tactique, comme le monde n'en a jamais vu. Et Fabius arrive à une conclusion terrifiante et hérétique. Nous ne pouvons pas le vaincre, pas en bataille. Alors le nouveau dictateur de Rome met en œuvre une stratégie qui met en colère tous ses citoyens. Ne pas se battre. Fabius prend la nouvelle armée romaine recrutée à la hâte, commence à suivre Hannibal, mais ne s'approche jamais. Si Hannibal marche dans la vallée, Fabius marche sur les collines l'observant. Si Hannibal s'arrête pour saccager une ville, Fabius établit son camp, à une distance sûre, observant simplement. Fabius devient l'ombre d'Hannibal. Il refuse aux Carthaginois la seule chose dont il a besoin, une bataille décisive. Le plan de Fabius est une guerre d'usure, brûler leurs propres fermes, avant qu'Hannibal n'arrive évacuer les villages, laisser l'armée d'Hannibal mourir de faim, piégée dans un pays étranger, pendant que Rome reconstruit sa force. C'est une stratégie brillante, et elle sauve Rome, mais c'est une stratégie profondément anti-romaine. C'est lâche. Dans les rues, les gens commencent à murmurer. Les politiciens avides de gloire commencent à crier. Ils donnent à Fabius un surnom méprisant. Cunctator le temporisateur. Hannibal ravage le sud de l'Italie et l'armée romaine. La fierté du monde se contente d'observer depuis les collines. L'humiliation est insupportable. Le Sénat bout de rage. Le peuple exige de l'action. Le mandat de 6 mois de Fabius comme dictateur est sur le point de se terminer. Rome ne veut pas d'un temporisateur. Rome veut du sang, elle veut la vengeance. Et les nouveaux consuls choisis pour le remplacer promettent exactement cela. En 216 avant Jésus-Christ, Rome a goûté à la stratégie de Fabius,
celle du temporisateur, et la recracher. C'est une stratégie de lâche, et Rome est furieuse. Le mandat de 6 mois du dictateur expire, et le Sénat, poussé par la clameur du peuple, décide que la patience est terminée. Il est temps de l'anéantissement. Ils élisent 2 nouveaux consuls, 2 hommes, qui incarnent l'âme divisée de Rome. Le premier est Lucius Aemilius Paulus, un patricien, un vétéran, un homme prudent de l'école de Fabius. Il sait ce qu'Hannibal peut faire. Il craint le génie du Carthaginois. Le second est Caius Terentius Varro, un homme nouveau, un boucher de profession, un populiste qui est arrivé au pouvoir avec un seul message. Fabius est un lâche. Paulus est faible, et lui, Varro, écrasera Hannibal. Il est arrogant, il est impulsif, et le peuple l'adore. Le Sénat prend une décision sans précédent. Ils ne vont pas envoyer une armée consulaire, ils vont envoyer toutes les armées. Pour la première fois de son histoire, la République lève 8 légions, le double de la normale, et les met sur le champ de bataille en même temps. 80 000 fantassins romains, 6 000 cavaliers. C'est la plus grande armée que le monde méditerranéen ait jamais vue. C'est un monstre d'acier, une machine à tuer, conçue pour effacer Hannibal de l'existence. Hannibal, pendant ce temps, a passé l'hiver dans le sud. Son armée est plus petite, 50 000 hommes, dont seulement 40 000 sont fantassins. Il est en infériorité numérique de près de 2 contre 1. Ses provisions s'épuisent. Ses alliés gaulois sont inquiets. Il a besoin d'une victoire. Il a besoin de cette bataille. Il choisit son terrain, un petit village sur la côte adriatique appelé Cannes. C'est une plaine vaste, ouverte, et sans arbres, coupée par la rivière Aufide. C'est un terrain parfait pour les chevaux. C'est un piège. Les 2 armées romaines arrivent. Paulus, le consul vétéran, regarde la plaine et son sang se glace. C'est un suicide, dit-il à Varro. Cette plaine neutralise notre avantage en infanterie et donne tout à sa cavalerie. Nous devons l'attirer dans les collines. Varro rit. 80 000 contre 50 000. Qu'importe la cavalerie. La mathématique est simple. La pure masse des légions écrasera tout ce qu'Hannibal mettra devant elle. La loi romaine dicte que les consuls alternent le commandement suprême chaque jour. Le 1er août, Paulus est aux commandes. Il maintient l'armée au camp. Le 2 août, c'est le tour de Varro. À l'aube du 2 août 216, avant Jésus-Christ, Varro donne l'ordre que Rome attendait. Il déploie la plus grande armée de son histoire pour la bataille. Mais Varro, dans son arrogance, améliore la tactique romaine. Il ne veut pas une ligne de bataille flexible, il veut un bélier. Il ordonne à ses 80 000 hommes de former des lignes beaucoup plus profondes que la normale. Il serre les manipules, créant une phalange dense et monstrueuse. Une masse de 70 000 fantassins au centre conçue pour une seule chose, marcher en avant et écraser la mince ligne d'Hannibal par pure force brute. De l'autre côté du champ, Hannibal observe, voit l'erreur de Varro et sourit. Son propre déploiement est un chef-d'œuvre de tromperie psychologique. Au centre où le bélier romain va frapper, il place ses troupes les plus faibles, les Gaulois et les Ibères, et il ne les forme pas en ligne droite, il les forme en demi-lune, un arc qui se courbe vers les Romains. Ses vétérans, son infanterie africaine aguerrie, il les cache sur les flancs, derrière la ligne hors de vue, et sur les ailes il place sa cavalerie, 10 000 cavaliers, 2 fois plus que les Romains. Sur une aile, sa cavalerie lourde, ibérique et gauloise. Sur l'autre, ses incomparables cavaliers numides. Le décor est prêt. Les trompettes sonnent, le sol tremble. 70 000 Romains crient comme un seul homme, et la masse de la légion avance. Ils frappent la demi-lune d'Hannibal. L'impact est dévastateur. Les Gaulois et les Ibères, au centre, en infériorité numérique et de poids, commencent à céder. Varro, observant depuis le flanc, crie de triomphe. Le centre carthaginois se brise. Nous sommes en train de gagner. Poussez, ordonne-t-il. Poussez. Les légions obéissent. Les légionnaires des rangs arrière poussent ceux de l'avant. Toute la formation romaine se précipite vers le centre qui cède, pénétrant de plus en plus profondément. Mais les Gaulois et les Ibères ne se brisent pas, ils reculent de manière ordonnée. La demi-lune qui se courbait vers l'extérieur se courbe maintenant vers l'intérieur. L'armée romaine n'est pas en train de briser la ligne ennemie, elle s'avance volontairement dans un sac. Et tandis que les 70 000 Romains se concentrent sur un seul point inconscient de tout le reste, le piège d'Hannibal se referme. La tromperie est totale. Alors que les 70 000 légionnaires
s'enfonce de plus en plus, dans le piège criant victoire. La vraie bataille a déjà été décidée sur les flancs. La cavalerie lourde d'Hannibal, menée par Hasdrubal, ne frappe pas la cavalerie romaine du consul Paulus. Elle la désintègre. C'est une collision de fer et d'os qui dure des minutes. La cavalerie romaine, dépassée en nombre et en compétence, se brise et s'enfuit. Le consul Paulus, se battant avec ses hommes, est blessé et renversé. Mais Hasdrubal, le commandant de cavalerie, ne poursuit pas, il fait l'impossible. Dans un exploit de discipline que les Romains ne peuvent pas comprendre, il arrête ces milliers de cavaliers assoiffés de sang, les fait tourner sur le champ de bataille, et les dirige non pas vers ceux qui fuient, mais vers l'arrière de l'infanterie romaine. Sur l'autre aile, la cavalerie numide a tenu les alliés de Rome occupés. Maintenant ils tournent aussi. L'air au centre de la plaine devient dense, le son de la bataille change. Les légionnaires à l'arrière de la formation de Varro, ceux qui poussent, entendent soudain des cris de guerre, mais ils ne viennent pas de l'avant, ils viennent de derrière. Et puis les flancs les troupes africaines d'Hannibal, ces vétérans, son élite cachée jusqu'à ce moment avancent. Ils n'attaquent trop pas le front, ils attaquent trop les côtés exposés de la masse romaine. Le bélier de Varro conçu pour briser une ligne est maintenant piégé. Infanterie africaine à gauche, infanterie africaine à droite, les Gaulois et les Ibères qui tiennent bon maintenant au front, et 10 000 cavaliers chargeant contre leur dos. Le cercle s'est fermé, 70 000 hommes sont piégés. Ce qui suit n'est pas une bataille, c'est une extermination industrialisée. La plus grande erreur de Varro fut la profondeur de sa formation. Les légionnaires romains sont serrés épaule contre épaule, qu'ils ne peuvent pas lever les bras, ils ne peuvent pas tourner, ils ne peuvent pas sortir leurs épées. Les hommes au vaste centre du rectangle meurent sans voir l'ennemi. Ils sont écrasés par leurs propres camarades. C'est une presse de chair humaine. La panique est absolue. Les légionnaires de l'arrière, essayant de fuir la cavalerie, se heurtent aux légionnaires du front, qui essaient de se battre contre les Africains. La discipline romaine, leur plus grande force, devient leur arrêt de mort pendant 8 heures. 8 heures de boucherie méthodique. Le soleil d'été italien frappe une plaine, où le seul son est celui de l'acier coupant la chair et des cris d'hommes mourants. Le consul Paulus blessé refuse de fuir. Il meurt en se battant aux côtés de ses hommes. 80 sénateurs, près d'un tiers du Sénat romain, qui avaient marché comme soldats, sont massacrés. Au coucher du soleil, du 2 août 216 avant Jésus-Christ, la plaine de Cannes est une mer de sang. 50 000. Certains rapports disent 70 000 soldats romains gisent morts. C'est le pire désastre militaire de l'histoire de Rome. Un holocauste en une seule journée. Hannibal a perdu moins de 6 000 hommes. Le consul Varro, le boucher, l'homme dont l'arrogance a causé le carnage, fuit le champ avec une poignée de cavaliers, sauvant sa propre vie. Cette nuit-là, au camp carthaginois, l'air est au triomphe absolu. Maharbal, le commandant de cavalerie, s'approche d'Hannibal. « Général, dit-il, tu sais gagner une victoire, mais tu ne sais pas comment t'en servir. Marche maintenant. Marche sur Rome. Dans 5 jours, tu dîneras au Capitole. » Hannibal hésite. Son armée est épuisée. Il n'a pas de machine de siège. Rome est une forteresse, il rejette le conseil. On dira pendant des siècles que ce jour-là, Hannibal gagna la bataille, mais cette nuit-là, dans sa tente, il perdit la guerre. À Rome, la panique de Trasimène n'est rien comparé à cela. La ville s'effondre. Il n'y a pas une seule famille qui n'ait perdu quelqu'un. Les femmes courent dans les rues, criant les noms de leurs maris et de leurs fils. Le Sénat décimé doit interdire le deuil public. Le son du désespoir menace de détruire la République de l'intérieur. La terreur est si profonde qu'ils recourent au rituel le plus sombre, le sacrifice humain. Ils enterrent vivants 2 Gaulois et 2 Grecs au marché aux bestiaux. Une offrande de sang à des dieux qui semblent les avoir abandonnés. Et puis, le pire cauchemar de Rome devient réalité. Le plan maître d'Hannibal fonctionne. Ses alliés, voyant que Rome ne peut plus les protéger, commencent à l'abandonner. La grande ville de Capoue, la deuxième plus riche d'Italie, ouvre ses portes à Hannibal. La moitié du sud de l'Italie se révolte. La République est à genoux. Un homme la tient par le cou. En ce moment de collapsus total, Rome se tourne une fois de plus vers l'homme qu'il méprisait, Fabius Maximus, le temporisateur. Sa stratégie, la guerre fabienne, devient loi. Plus jamais, ils n'affronteront Hannibal en rase campagne.
Rome ravalera sa fierté et se cachera derrière ses murs. La guerre se transforme en guerre d'usure. Mais Rome ne fait pas que se défendre, elle est blessée. Et une Rome blessée est l'animal le plus dangereux du monde. Pendant qu'Hannibal est piégé dans le sud, incapable de prendre Rome, le Sénat prend une décision. Ils ont besoin de frapper Hannibal, là où ça fait mal, non pas en Italie dans sa base en Ibéria. Là, les deux frères Scipio se battent, depuis des années coupant l'argent d'Hannibal, mais en 211 avant Jésus-Christ, ils sont tous deux pris en embuscade. Leurs deux armées sont détruites. Les deux frères, le père et l'oncle du survivant du Tessin sont tués. C'est un autre désastre. Rome a perdu l'Ibéria. Ils ont besoin d'un nouveau commandant pour un poste suicidaire. Une élection a lieu. Personne ne se présente. C'est une condamnation à mort. Alors un jeune homme s'avance. Il n'a que 25 ans. C'est un survivant du carnage de Cannes. C'est le jeune homme qui a sauvé son père au Tessin. Publius Cornelius Scipio. Publius Cornelius Scipio. Un homme de 25 ans, choisi non par la loi, mais par le désespoir. Il accepte le commandement qui a tué son père et son oncle. Il accepte de diriger les restes brisés d'une armée vaincue. Il voyage en Ibéria, et les commandants carthaginois, 3 d'entre eux, des généraux expérimentés de la famille Barca, rient. Ils ont envoyé un enfant qui affrontera 3 armées de vétérans qui le dépassent en nombre. Scipio n'est pas un enfant. Il est le produit d'une obsession. Il a survécu au Tessin, il s'est échappé de Cannes. Il a étudié un seul homme toute sa vie, Hannibal. Non seulement il a étudié comment il gagne, il a étudié comment il pense, et il réalise que pour vaincre Hannibal, il ne peut pas être romain, il ne peut pas être prévisible, il doit être carthaginois, il doit être rapide, il doit être astucieux, il doit être impitoyable, et il doit attaquer l'inattendu. Les 3 armées carthaginoises sont séparées par des centaines de kilomètres en Ibéria, chacune contrôlant sa propre région. Le plan romain normal serait d'attaquer la plus proche. Scipio ne fait pas cela. Il fait une carte. Il voit que le cœur de tout le pouvoir carthaginois en Ibéria, l'endroit où ils gardent leurs trésors, leurs dépôts d'armes, leurs otages des tribus ibériques, est une seule ville. La capitale Carthago Nova. La ville est considérée comme imprenable. Elle a des murs massifs, une forte garnison, et elle est entourée d'eau de presque tous les côtés. Les 3 armées carthaginoises sont au moins à 10 jours de marche. Durant l'hiver 210 avant Jésus-Christ, Scipio rassemble son armée. Il ne leur dit pas où ils vont, il donne juste un ordre. Marchez. Il couvre 500 km en un temps que les Carthaginois croient impossible. Il se déplace si vite qu'il apparaît devant les murs de Carthago Nova, avant qu'un seul éclaireur ne puisse donner l'alarme. La garnison de la ville dirigée par Magon est sous le choc. Scipio ordonne un assaut frontal immédiat. C'est un chaos sanglant. Les Romains sont repoussés. Magon rit depuis les murs. L'enfant est impétueux, il gaspille ses hommes, mais l'attaque frontale est une distraction. Scipio a passé la veille à interroger les pêcheurs locaux et il a appris un secret. Ils lui ont parlé de la lagune du côté ouest de la ville. Une lagune qui, lui disent-ils, devient presque praticable à marée basse, l'après-midi, grâce à un vent spécifique. C'est un détail que seul un local connaîtrait. Pendant que l'assaut principal fait rage aux portes de l'Est, Scipio envoie 500 de ses meilleurs légionnaires à la lagune. L'eau leur arrive à la poitrine, puis à la taille, puis aux genoux. Exactement comme les pêcheurs l'avaient dit, les 500 hommes marchent sur l'eau et atteignent une section du mur que personne n'a pris la peine de surveiller. Pourquoi surveiller un mur protégé par la mer? Ils montent sans résistance. Les cris de la garnison changent de la confiance à la terreur. Les défenseurs de la porte principale entendent soudain des trompettes romaines à l'intérieur de la ville. Derrière eux, la panique est totale, les portes s'ouvrent. La ville tombe en 1 heure. Scipio vient de prendre la capitale d'Hannibal en Ibéria. Il capture leur trésor, leur arsenal, mais il fait quelque chose de plus, quelque chose qu'Hannibal n'a pas fait. Il capture des milliers d'otages ibériques, et au lieu de les tuer ou de les réduire en esclavage, il les libère, leur rend leur famille, les traite avec honneur. D'un seul mouvement, Scipio n'a pas seulement gagné une ville, il a acheté l'âme de l'Ibéria. Les tribus ibériques, qui détestaient les Carthaginois, mais craignaient les Romains, vivent maintenant un nouveau type de chef. Elles commencent à faire défection de Carthage en masse.
En Italie, Hannibal est toujours piégé. La guerre fabienne a fonctionné. Rome est une forteresse. Les alliés d'Hannibal se lassent. Son armée invaincue sur le terrain est en train de pourrir lentement dans le sud de l'Italie, sans ravitaillement, sans renfort. En 208, son frère Hasdrubal Barca, voyant que Libéria est perdue, prend une décision désespérée. Il rassemble une nouvelle armée et fait l'impossible. Il traverse les Alpes, tout comme Hannibal, pour le rejoindre en Italie. Deux armées Barca réunies. Ce serait la fin de Rome. Hasdrubal envoie des messagers à son frère, mais ils sont interceptés par Rome. Le consul Claudius Nero prend la moitié de son armée qui surveillait Hannibal, et dans une marche forcée légendaire, il court vers le nord. Il rejoint l'autre consul. À la bataille du Métaure, l'armée d'Hasdrubal est anéantie. Hasdrubal lui-même est tué. Le consul romain lui fait couper la tête, la met dans un sac et chevauche vers le sud. Il arrive au camp d'Hannibal et jette la tête ensanglantée de son frère. On raconte qu'Hannibal regarde la tête d'Hasdrubal et dit « Je vois maintenant le destin de Carthage. La guerre est perdue. Il le sait. En Iberia, Scipio a terminé le travail. À la bataille d'Ilipa en 206 avant Jésus-Christ, il utilise la propre tactique d'Hannibal à Cannes, une formation de double enveloppement, une canne inversée pour détruire la dernière grande armée carthaginoise en Espagne. Il revient à Rome comme un héros conquérant, l'homme qui a vengé son père. Mais il sait que la guerre n'est pas terminée. Il entre au Sénat et fait face au vieux Fabius Maximus. Scipio propose le plan le plus audacieux de tous. Le seul plan qui puisse mettre fin à la guerre, envahir l'Afrique, porter la guerre chez Carthage. Fabius, le temporisateur, est horrifié. C'est une folie de laisser l'Italie sans protection, une répétition du désastre. Mais le Sénat n'écoute plus le vieux Fabius. Il regarde le jeune Scipio, l'homme qui en 4 ans a fait ce que personne n'a pu faire en 10. Gagner. Il lui donne le commandement. En 204 avant Jésus-Christ, Publius Cornelius Scipio met les voiles depuis la Sicile. Il ne va pas défendre Rome, il va brûler Carthage. La terreur s'empare de Carthage. Pendant 17 ans, la guerre a été une chose lointaine, en Italie, en Espagne. Maintenant, une armée romaine est sur leur plage, et le Sénat carthaginois, les mêmes politiciens lâches qui ont abandonné Hamilcar, envoient un message désespéré à travers la Méditerranée. Un message au seul homme qui peut nous sauver. Ils appellent Hannibal. L'enfant du serment est maintenant un vieil homme. Hannibal revient en Afrique, après 36 ans. 16 d'entre elles passées sur le sol italien invaincu, il a humilié une douzaine de consuls, il a massacré plus de 100 000 légionnaires, mais il n'a jamais pris la ville. Et maintenant le fantôme de Rome l'a suivi chez lui. L'armée qui débarque avec Hannibal n'est pas l'armée qui a traversé les Alpes. C'est une ombre, une collection de mercenaires endurcis, et les derniers vétérans des hommes, dont les visages sont les cartes d'une guerre de 17 ans, et ils sont appelés à défendre une ville qu'ils connaissent à peine d'un ennemi, qui a appris toutes leurs astuces. L'ennemi est Scipio. Le Romain a ravagé l'Afrique du Nord et a réussi l'impensable. Il a convaincu les Numides, les meilleurs cavaliers du monde, de trahir Carthage, l'arme la plus mortelle d'Hannibal à Cannes. La cavalerie qui a fermé le piège appartient maintenant à Rome. Les deux armées se cherchent, et alors, avant l'Apocalypse, il se passe quelque chose qui fige l'histoire. Hannibal demande une réunion. Dans une plaine ouverte entre les deux armées, qui retiennent leur souffle, les deux généraux se rencontrent seuls. Le maître de l'horreur Hannibal, borgne fatigué, mais toujours le génie le plus redouté du monde. Et l'étudiant Scipio, le jeune homme qui a survécu au massacre de son père et de son oncle, l'homme qui a tout étudié. Il parle de paix. Ou peut-être était-ce la reconnaissance silencieuse d'un guerrier à un autre. Hannibal offre une reddition, une que Scipio ne peut pas accepter. La réunion échoue. Il n'y a pas de mots qui puissent arrêter ce qui vient. L'aube de 202, avant Jésus-Christ. La plaine de Zama. Hannibal a une dernière carte, une carte qui n'est pas tactique, c'est la terreur. 80 éléphants de guerre, une débandade de chair et d'ivoire, conçue pour une seule chose, écraser la discipline romaine. Il les ordonne au front chargé. Mais Scipio n'est pas Varro. Il n'est pas Flaminius. Il sait que la terreur approche. Il a entraîné ses hommes. Lorsque les éléphants chargent, les légions romaines ne paniquent pas, elles sonnent des trompettes. Des centaines de corps sonnent à la fois.
Un vacarme assourdissant conçu pour effrayer les bêtes et les lignes s'ouvre. Scipio a créé des couloirs, des avenues de fuite à travers ses manipules. Les éléphants, créatures intelligentes, suivent le chemin de moindre résistance. Ils passent à travers les couloirs inoffensifs, tandis que les légionnaires leur lancent des javelots depuis les côtés. Ceux qui ne passent pas affolés par le bruit font demi-tour et chargent contre leurs propres lignes carthaginoises. La première manœuvre d'Hannibal a échoué. Maintenant, la cavalerie numide. La fierté d'Hannibal se bat maintenant pour Scipio. Il charge. Et tout comme Hannibal l'a fait à Cannes, ils détruisent les flancs de cavalerie de Carthage et les poursuivent disparaissant du champ de bataille. Reste l'infanterie. C'est un moulin à viande. Le centre s'affronte. Les mercenaires d'Hannibal contre les légionnaires de Scipio. Les Romains poussent. Mais Hannibal a gardé son véritable piège pour la fin. Derrière ses mercenaires, il a placé ses vétérans d'Italie. Sa troisième ligne, les hommes qui n'ont jamais perdu. Les mercenaires qui fuient sont repoussés, mais les vétérans d'Hannibal, sur ordre de leur général, baissent les lances. Ils ne les laissent pas passer. Les mercenaires sont massacrés, piégés entre les Romains et la garde prétorienne d'Hannibal. La bataille se stabilise. C'est un enfer de poussée. Les vétérans d'Hannibal, frais et brutaux, commencent à gagner du terrain. Ils sont en train de briser la ligne romaine. Hannibal est sur le point de gagner, mais Scipio ne regarde pas son infanterie. Il regarde l'horizon. Il attend, et alors ils reviennent. La cavalerie romaine est numide. Ils ont terminé leur poursuite, et au lieu de célébrer, ils font demi-tour et chargent directement contre l'arrière des vétérans d'Hannibal. C'est Cannes. C'est le piège de Cannes, le double enveloppement. Mais cette fois, Hannibal est celui qui est à l'intérieur du sac. Le cercle se ferme. L'armée d'Hannibal n'est pas vaincue, elle est anéantie. 20 000 Carthaginois meurent, 20 000 autres sont capturés. Hannibal, voyant l'effondrement total, sachant que tout est fini, fuit le champ. L'homme qui n'a jamais perdu une bataille vient de perdre la guerre. C'est fini. 17 ans, des centaines de milliers de morts. Le serment d'un enfant de 9 ans se termine ici, dans la poussière de Zama. Carthage demande la paix. Les termes de Rome ne sont pas des termes, ce sont un arrêt de mort. Carthage doit livrer toute sa flotte de guerre. Elle doit payer une indemnité qui les paralysera pendant des générations. Et la clause finale, le couteau dans la gorge. Il est interdit à Carthage de déclarer la guerre, même en légitime défense, sans la permission de Rome. J'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à bientôt.